Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous laisse tranquilles. Au printemps 1863, les États confédérés d'Amérique, autrement dit les sudistes, sont confrontés à une situation paradoxale. Plus le Nord essuie des défaites cinglantes, comme à Fredericksburg ou à Chickasaw Bayou, plus il semble en redemander. Et devant les nouvelles campagnes lancées par les fédéraux sur tous les fronts, Est, Ouest ou Sud, Jefferson Davis se demande ce qu'il faudra pour que le Nord le laisse enfin tranquille. En 1863, le blocus maritime du Sud s'est solidement installé. 4 ports seulement poursuivent un commerce viable de produits liés à la guerre et de produits de luxe. Galveston, au Texas, qui a changé de main plusieurs fois. Mobile, en Alabama, dont la position au fond d'un goulet facilite le blocus. Wilmington, en Caroline du Nord, qui, avec ses barres mouvantes et ses canaux cachés, est le port le plus fréquemment utilisé par les forceurs de blocus. Et Charleston, en Caroline du Sud, un port important, fort, accessible. Mais Charleston n'est plus qu'un simple port. C'est le berceau de la sécession. Et son importance symbolique et psychologique résonne avec la même force chez les fédéraux. L'ancien fort américain planté au milieu du port est devenu le joyau de la défense sudiste. Commandant toutes les voies d'accès, les puissantes batteries de Fort Sumter tiennent à distance la marine fédérale depuis plus d'1 an. À Washington, Gideon Wells, secrétaire à la marine, et Gustavus Fox, son adjoint, encouragés par le succès de l'USS Monitor à Hampton Roads en Virginie, accélèrent la construction d'une flotte de cuirassés, les Monitor, capables de forcer l'entrée du port. Mais l'amiral Samuel Dupont, du nom du célèbre fabricant de poudre qui commande l'escadre chargée du blocus sur l'Atlantique Sud et reçoit le tout premier Monitor mis au point par le ministère de la Marine, doute du succès d'une stratégie purement navale et avant même le combat de l'efficacité des Monitors. Il préconise des attaques terrestres appuyées par la marine, une stratégie qu'il a appliquée avec succès à Port-Royal Sound. Pour tester les cuirassés, il envoie l'USS Montauk sous le commandement de John Worden à l'assaut de Fort McAllister, dont les ouvrages de terre commandent l'approche de la rivière Ogeechee, près de Savannah, en Géorgie. Le 27 janvier, la bataille engagée entre le Montauk et les canons du fort se solde par un statu quo et des dégâts minimes dans les 2 camps. Le Montauk tente à 2 reprises de détruire le fort sans succès. Il réussit à couler un raider confédéré, le célèbre Nashville, échoué tout près. Dupont envoie 3 cuirassés supplémentaires le 3 mars, mais l'ennemi résiste. Dans le rapport qu'il envoie à Washington, Dupont invoque cet échec pour appuyer son raisonnement. Mais Wells se contente de lui dépêcher 3 cuirassés supplémentaires en lui intimant l'ordre d'attaquer Fort Sumter. Dans l'après-midi du 7 avril 1863, après 36 heures de mauvais temps et d'ennuis mécaniques, l'armada de Dupont, avec ses 7 monitors, le Keokuk, un cuirassé léger muni de 2 tourelles, et son navire amiral, une frégate à vapeur baptisée New Ironsides, remontent le chenal de Charleston vers le Fort Sumter. Leur objectif est de dépasser le fort et les batteries installées sur l'île Sullivan, puis d'entrer dans le port. Je me trouve près d'une des batteries de Fort Moultrie dans le port de Charleston. Il est ici sur la carte. Et juste derrière mon épaule, vous pouvez voir Fort Sumter, là-bas. Et on comprend mieux le problème auquel les cuirassés de l'amiral Dupont se sont heurtés quand on sait qu'ils devaient remonter le chenal entre Fort Moultrie, ici, et Fort Sumter, là-bas. De plus, le blocus qui protégeait le chenal força les cuirassés à ralentir et finalement à s'arrêter. Ils se retrouvèrent ainsi pris entre 2 feux. Parmi les armes qui pilonnaient les canonnières de l'Union, il y avait des canons comme celui-ci, un Columbia de 8 pouces qui tire des boulets de fer. Cuirassés ou pas, les navires de l'Union ne pouvaient pas résister longtemps à ce pilonnage, et certains furent gravement endommagés. L'un d'eux, d'ailleurs, le Keokuk, sombra le lendemain de la bataille. À l'issue de celle-ci, l'amiral Dupont conclut qu'il ne pourrait jamais prendre Charleston en l'attaquant directement par l'entrée du port. Wells et d'autres à Washington sont furieux d'apprendre que Dupont a échoué et qui plus est refuse de renouveler l'attaque. Pire encore,
Entre avril et mai, des ingénieurs confédérés réussissent en quelques nuits à subtiliser les 2 gros canons de l'épave du Keokuk. La nouvelle que ces canons ont été intégrés aux batteries situées dans le port arrive vite aux oreilles de Washington. Point de mire de toutes les critiques, Dupont demande alors à être relevé de son commandement. Il est remplacé par le vice-amiral John Dahlgren, un ami de Lincoln, qui dirigeait l'arsenal maritime de Washington. Expert en artillerie, il a mis au point le canon de forteresse qui porte son nom. C'est son premier poste de commandement en mer depuis plus de 20 ans. Il collabore avec un expert de la guerre de siège, le général de brigade Quincy Adams Gillmore, qui commande maintenant la zone sud et a pour mission de prendre Charleston. Le plan de Gillmore était bien sûr d'approcher les canons suffisamment près de Fort Sumter par voie de terre pour pouvoir attaquer son bastion vulnérable qui faisait face à l'île Maurice, là sur ma gauche. Ce projet, mis à exécution durant l'été 1863, démarre avec succès. Les troupes de l'Union passent de l'île Folly à la pointe sud de l'île Maurice, et si elles avaient pu poursuivre leur avance rapidement, elles auraient pu atteindre leur but et placer leurs canons exactement là où Gillmore voulait qu'elles soient. Malheureusement, leur avancée fut retardée, ce qui donna le temps aux Confédérés de renforcer une fortification en terre, connue sous le nom de fort ou de batterie Wagner. De sorte que quand les forces de l'Union arrivèrent, elles se trouvèrent bloquées par une muraille qui paraissait infranchissable. Mené par George Strong, un général de brigade ambitieux sorti de West Point, les tuniques bleues réussissent à mettre en déroute les confédérés qui tentent de les arrêter, mais les nordistes épuisés sont ensuite pris et bloqués sous l'incroyable puissance de feu de la batterie Wagner. Et quand Gillmore ordonne de cesser le feu pour la journée, il fait sans doute perdre à son armée sa meilleure chance de prendre Wagner. À l'aube du 11, les fédéraux, précédés par la brigade de Strong, se rapprochent en silence du fort. Mais au moment où ils lancent l'attaque, ils sont fauchés sous le feu des confédérés. Certains parviennent à escalader le parapet du fort, mais leur avancée n'est pas couverte et ils se trouvent pris au piège. Malgré la défense impénétrable du fort Wagner, Gillmore décide de lancer une nouvelle attaque, cette fois soutenue par le feu de l'artillerie de terre et de mer. Le général Strong et ses hommes, qui ont déjà fait la preuve de leur courage au cours d'autres offensives, sont chargés de mener l'assaut. Strong choisit comme avant-garde un régiment nouvellement arrivé, le 54e Massachusetts, composé de soldats noirs libres, sous les ordres d'officiers blancs, impatients de prendre part au combat. Leur commandant est le colonel Robert Gould Shaw, un jeune homme de 25 ans, beau et intelligent, fils d'abolitionnistes bostoniens influents qui a formé et entraîné son régiment lui-même. Dans ses rangs se trouvent 2 des fils de Frederick Douglass. Shaw et ses hommes sont impatients de prouver que les Noirs sont des combattants courageux. « Ce soir, les yeux sont fixés sur vous par milliers », leur dit Shaw avant de lancer au crépuscule la fameuse offensive du 18 juillet. Ils auront grand besoin de ce courage, et de plus encore. Malgré le pilonnage incessant infligé pendant la journée par une batterie de terre de 41 canons et 11 bateaux fédéraux, les Confédérés attendent l'attaque de pied ferme. Le 54e, obligé de marcher en rang serré le long de la plage étroite, est pris sous le feu de l'artillerie ennemie qui ouvre des plaies béantes dans ses rangs. Mais Shaw, brandissant son épée, traverse les douves avec ses hommes puis escalade le parapet où s'ensuit un combat au corps à corps. Shaw et une grande partie de son régiment sont aussitôt massacrés. Les Confédérés repoussent le 54e. Inspirés par la bravoure de ces soldats noirs, d'autres unités fédérales s'élancent, mais leur route se jonche de cadavres au fur et à mesure qu'ils avancent sur ce champ de carnage devant Fort Wagner. La nuit qui tombe oblige les canons de l'Union à tirer court, dans les rangs de leurs propres hommes. Et Gillmore ordonne la fin d'une opération aussi dérisoire que destructrice. Le nombre de victimes dans les rangs des fédéraux est stupéfiant. 1515 hommes ont été tués, blessés ou sont portés disparus, contre seulement 174 du côté des Confédérés.
le sergent William Carney, porte-étendard du régiment, est décoré de la médaille d'honneur de la bravoure. Il est le premier soldat noir à recevoir cette décoration. Notre drapeau n'aura pas touché le sol. Tandis que la marine américaine fait ses derniers préparatifs avant d'entrer dans le port de Charleston, en mars 1863, les fédéraux projettent d'autres offensives majeures. Grant met à l'essai une nouvelle approche pour prendre Vicksburg, pendant que l'armée du Cumberland se prépare à une nouvelle avancée. À l'est, l'armée du Potomac a changé de commandant. Peu de temps après ce qu'on a appelé la marche de la boue, Lincoln a remplacé Burnside par le général de division Joseph Hooker. Mais il ne l'a pas fait sans quelques hésitations, car Hooker a la réputation d'un intrigant indiscipliné. Et comme à son habitude vis-à-vis d'autres chefs de corps, Lincoln, toujours direct et paternel, ne cache pas ses réticences à son nouveau commandant. J'ai appris d'une source digne de foi que vous réclamiez pour l'armée et le gouvernement un dictateur. Bien sûr, ce n'est pas pour cette raison, mais malgré elle, que je vous ai donné ce commandement. Seuls les généraux victorieux peuvent mettre en place des dictateurs. Ce que je vous demande, c'est le succès militaire, et je prendrai le risque de la dictature. Gardez-vous de l'impétuosité, et avec énergie et une vigilance de toute heure, allez de l'avant, et donnez-nous des victoires. Hooker est très apprécié des hommes de l'armée du Potomac. Il améliore les conditions de vie dans les camps et dans les hôpitaux. Il limoge les intendants corrompus, exige de la nourriture de meilleure qualité et remonte le moral de ses troupes en créant des insignes distincts pour chaque corps d'armée. Il prend aussi l'importante décision d'organiser la cavalerie en un corps séparé, en prenant exemple sur le modèle des Confédérés. Et il accorde le pardon à ceux qui se sont enfuis. Sa stratégie fonctionne. Maladies et désertion diminuent, ceux qui se sont enfuis reviennent et l'armée dans son ensemble retrouve le moral. Un des soldats écrira « Avec Hooker, nous avons commencé à vivre ». Lincoln est satisfait de l'état de l'armée lorsqu'il rend visite à Hooker sur le Rappahannock en mars, mais s'inquiète de la fierté qu'en tire son commandant à qui il rappelle son devoir. La poule est l'animal le plus sage de la création. Elle ne glousse pas tant qu'elle n'a pas pondu ses œufs. La force croissante de l'armée du Potomac préoccupe Lee, qui vient justement de s'affaiblir lui-même en envoyant Longstreet vers le sud avec 2 divisions pour s'opposer à la menace fédérale qui vient des côtes de Caroline du Nord et de Virginie. L'aspect le plus positif de cette expédition par Longstreet et son armée de la Virginie du Nord est la découverte du sol très riche de cette région qui n'a pas subi les ravages de la guerre. Mais les hommes de Lee gardent le contrôle des hauteurs situées derrière Fredericksburg et ont construit un réseau de tranchées de 15 km le long du Rappahannock. L'expédition de Longstreet envoie des rations à Suffolk, en Virginie, pour y nourrir des soldats affamés mais toujours fiers et dont le moral reste intact. Cette possibilité que l'armée de Lee a de se reposer et de se ressourcer entre chaque campagne résulte de l'incapacité des commandants de l'armée du Potomac à maintenir une pression constante sur l'armée de la Virginie du Nord. Un état de choses qui se perpétuera jusqu'à ce que Grant arrive en 1864. C'est en criant « Que Dieu ait pitié du général Lee car je n'en aurai aucune » que Hooker lance son attaque contre les Confédérés pour les faire sortir de leur retranchement et les affronter sur le terrain de son choix. La cavalerie réorganisée, forte de 10 000 hommes, traverse le Rappahannock le 27 avril, puis se dirige vers le sud pour couper les voies de ravitaillement de l'armée de Lee et occuper la cavalerie sudiste. Hooker laisse le 6e corps du général de division John Sedgwick à Fredericksburg, avec l'ordre de feindre une attaque pour fixer les troupes de Lee. Pendant que lui-même, avec 4 corps de 45 000 hommes, se lance dans une marche de plus de 40 km pour contourner l'aile gauche de Lee. Au soir du 30 avril, la plus grande partie de ses troupes est concentrée autour d'une maison située à un carrefour de route baptisé Chancellorsville. La zone alentour est constituée d'une forêt dense aux sous-bois touffus, connue localement sous le nom de Wilderness.
L'attaque convergente de Hooker enferme Lee dans un étau. Mais comme ceux qui l'ont précédé, Hooker ne semble pas avoir conscience de la solidité et de l'instinct de joueur de celui qu'on appelle Bobby Lee, ni de la détermination des hommes sous son commandement. La bataille de Chancellorsville nous rappelle qu'au bout du compte, la guerre est une entreprise humaine, que l'armement, l'approvisionnement et le terrain sont importants, mais que c'est l'individu, et notamment le chef, qui conditionne en définitive le succès ou la défaite. Chancellorsville, peut-être plus que n'importe quelle autre bataille de la guerre de sécession, est aussi la victoire de deux généraux, Lee et Jackson, sur un autre, Hooker. Lee ne se trompe pas en supposant que la principale menace fédérale se situe à Chancellorsville. Il ne laisse que 10 000 hommes retranchés à Fredericksburg sous le commandement du général de division Jubal Early et marche avec le reste de son infanterie et de son artillerie sur Chancellorsville. Le 1er mai, ses troupes se heurtent à l'avant-garde de Hooker sur une vaste plaine favorable aux Yankees, à l'est de Chancellorsville. Mais au lieu d'attaquer alors qu'il a l'avantage du nombre et de l'armement, Hooker ordonne à ses troupes de se replier en position défensive sur Chancellorsville, dans une zone où les fourrés denses réduisent sa puissance de feu et son avantage numérique. Ses commandants de corps se demandent s'il n'a pas perdu son sang-froid avant même que Lee ne fasse montre du sien. Au lieu d'attaquer les troupes de Hooker de front, Lee opte pour une manœuvre similaire à celle que le général Schwarzkopf a utilisée pendant la guerre du Golfe. Autrement dit, il demande à Jackson de contourner l'armée de Hooker pour attaquer ses arrières en profondeur. Le 2 mai à l'aube, guidé par un habitant de la région, couvert par la cavalerie de Stuart et à la tête de 25 000 hommes d'infanterie et d'artillerie, Jackson entame un vaste demi-cercle de 15 km à travers la région de la Wilderness. Lee n'a plus que 15 000 hommes pour faire face aux troupes de Hooker, tandis que Early est toujours presque à 3 contre 1 à Fredericksburg. Mais les fédéraux laissent passer leur chance d'écraser Lee. La seule attaque nordiste, le 2 mai, a lieu lorsque le 3e corps d'armée du général Daniel Sickles tombe sur la colonne de Jackson et en informe Hooker. Mais le commandant en chef de l'armée du Potomac préfère penser que Lee bat en retraite vers le sud-ouest. Sickles, qui a presque tout son corps d'armée et une brigade du 11e corps avec lui, se lance à la poursuite de Jackson. Le plus gros de la cavalerie fédérale effectue un raid afin de couper les voies ferrées utilisées par Lee pour ravitailler ses troupes. Ceux qui restent sont incapables de percer l'écran formé par la cavalerie de Stuart et de découvrir les intentions des Confédérés. C'est ainsi qu'à 17h15, le 2 mai 1863, les soldats du 11e corps d'armée du général Howard sont stupéfaits de voir s'abattre sur eux une tornade grise venant de l'ouest. La bataille qui s'ensuit sera l'un des rares combats de nuit de la guerre de sécession et coûte beaucoup de vies aux deux camps. Pendant un temps, la victoire des Confédérés semble assurée. 2 divisions de l'Union sont pourchassées devant le quartier général de Hooker à Chancellorsville. Pourtant, l'Union continue de résister et les Confédérés, exténués, mettent bientôt fin à l'attaque. Cette nuit-là, Jackson repart pour chercher une autre route à suivre. Mais malheureusement pour lui et pour les forces confédérées, un détachement de son propre camp le prend pour un soldat de l'Union et lui tire dessus. Jackson est remplacé par Hill, mais lui aussi est blessé. Et c'est donc Jeb Stuart qui va se charger des opérations à venir. Quant à Jackson, on l'ampute du bras gauche près de Chancellorsville. Votre sort est meilleur que le mien, car si vous avez perdu le gauche, moi, j'ai perdu mon bras droit. On conduit Jackson dans une maison située près de la voie ferrée de Richmond, derrière les lignes au sud de Fredericksburg. Mais il contracte une pneumonie avant même d'être conduit dans un hôpital de la capitale. 8 jours après avoir été mortellement blessé, il prononce ces derniers mots. « Passons la rivière pour aller nous reposer à l'ombre des arbres. » Durement affecté par la perte de Jackson,
Les Confédérés s'engagent néanmoins dans l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre, le 3 mai. La veille, Hooker a ordonné à Sedgwick de prendre les hauteurs derrière Fredericksburg et d'avancer sur l'arrière de Lee à Chancellorsville. Le décor est planté pour une bataille sans merci sur deux fronts. Au matin du 3 mai, Hooker avait encore la possibilité de vaincre Lee. Les Confédérés étaient divisés en deux groupes séparés par plus d'une journée de marche. De plus, Hooker avait reçu des renforts, ce qui lui donnait une supériorité numérique de presque 2 contre 1. Mais malgré ces avantages, Hooker décide de se replier sur des positions défensives au sud de la Rappahannock. Pendant les combats de la journée, un boulet confédéré s'abat sur un pilier de maison auquel Hooker est adossé, et il perd connaissance. Quand il se réveille, il est sain et sauf, mais en état de choc, et il ordonne à ses troupes de se replier sur un périmètre défensif encore plus restreint. Dans la nuit du 4 mai, les commandants des corps de l'armée du Potomac tiennent un conseil de guerre. La majorité d'entre eux votent pour le maintien des troupes au sud du Rappahannock et pour la poursuite de la bataille, mais Hooker passe outre leur vote et ordonne le repli. Fighting Joe n'a plus le cœur au combat. Quand l'armée de l'Union se replie de l'autre côté de la rivière, elle est encore capable et désireuse de se battre. Mais son commandant, lui, ne l'est plus. Donc, au bout du compte, cette victoire est celle des généraux Lee et Jackson sur Hooker, au moins autant qu'une victoire des forces confédérées sur les forces de l'Union. Le seul regret de Lee est que le repli de Sedgwick durant la nuit du 4 mai et celui de Hooker la nuit suivante permettent au premier d'échapper à une destruction inévitable de ses troupes s'il avait lancé son attaque comme prévu. Mais cette victoire est importante et va, à nouveau pour un temps, déplacer le théâtre de la guerre hors de cette partie de la Virginie. Le commandement de Lee est désormais entouré d'une aura d'invincibilité lorsqu'il rencontre Jefferson Davis et le ministre de la guerre, James Seddon, à Richmond à la mi-mai. Bien que d'autres sujets de préoccupation soient abordés, comme les renforts à envoyer à Vicksburg ou le soutien à apporter à Bragg pour expulser Rosecrans du centre du Tennessee, en 2 jours de discussion, Lee convainc le président Davis et son cabinet d'approuver son plan d'invasion du Nord. Sa stratégie offensive-défensive se fonde sur une analyse lucide de la situation. Compte tenu des effectifs restreints dont il dispose, plus de 13 000 hommes sont tombés à Chancellorsville. Il ne peut se permettre d'attendre que l'armée du Potomac ait repris des forces et l'attaque à nouveau soutenue par un meilleur commandement et une détermination nouvelle. Et puis d'autres considérations politiques et pratiques guident ses choix. Lee avait 4 raisons d'envahir la Pennsylvanie. La première était logistique. Grâce à la richesse du sol pennsylvanien, il espérait nourrir son armée après l'avoir sortie d'une Virginie presque exsangue. Sa deuxième raison était politique. Il espérait encourager ainsi les démocrates pacifistes du Nord, qui estimaient que la guerre était un échec, que l'Union ne pourrait être restaurée par la force, et qu'il fallait donc l'arrêter. Troisièmement, sur le plan diplomatique, il espérait qu'en remportant une victoire sur le sol du Nord, la diplomatie européenne, après l'échec de l'automne précédent, reconnaîtrait enfin la Confédération et admettrait son indépendance. Le quatrième objectif était militaire. Lee espérait infliger une défaite humiliante à l'armée du Potomac sur son propre territoire. S'il y parvenait, elle serait diminuée dans sa capacité à poursuivre le combat. Et Lee était sûr qu'il accomplirait ces 4 objectifs. En juin 1863, il écrivait que son armée était invincible, qu'elle irait n'importe où, ferait n'importe quoi si elle était bien menée. Je pense que Lee était trop sûr de lui depuis sa victoire à Chancellorsville, comme l'étaient d'ailleurs tous les sudistes. Voilà pourquoi Lee et son armée de la Virginie du Nord sont venus sur ces terres paisibles et onduleuses de Pennsylvanie au début du mois de juillet 1863, où ses espoirs allaient être anéantis. Le 3 juin 1863, Lee commence à redéployer ses troupes depuis la région de Fredericksburg. Il les envoie vers le nord-ouest,
par la route suivant l'itinéraire parcouru victorieusement en août 1862 par son camarade disparu Stonewall Jackson. Il a dit de lui après Chancellorsville « Je ne sais comment le remplacer ». Finalement, il a confié cette tâche difficile au lieutenant-général Richard Ewell, qui, depuis la bataille de Browners Farm, a une prothèse en bois à la place de la jambe droite. Et il a formé un nouveau 3e corps d'armée, confié à Hill, qui s'ajoute au 2e de Ewell et au 1er de Longstreet. Lee donne également l'ordre à Jeb Stuart de précéder la colonne à l'est avec son régiment de cavalerie pour protéger l'infanterie tout en surveillant l'activité de l'armée du Potomac. Cet ordre, vague, va entraîner toute une série de déboires pour la cavalerie confédérée et va perturber la progression de Lee vers le nord. Prudente, l'armée du Potomac, sous le commandement de Hooker, est restée près de Fredericksburg. Après avoir fait étudier en ballon les camps abandonnés par les Confédérés au sud du Rappahannock, Hooker suggère à Washington que l'armée fédérale retraverse la rivière et attaque les troupes sudistes restées à l'arrière. Mais Lincoln craint que l'armée du Potomac ne se trouve prise au piège en traversant entre les deux forces sudistes, un peu comme un taureau à cheval sur une clôture, incapable de botter d'un côté ou d'encorner de l'autre. Les corps de Ewell et Longstreet poursuivent leur avancée sur Culpeper en colonnes séparées, laissant aux hommes de Hill le soin d'affronter l'armée du Potomac de l'autre côté de la rivière. Pendant ce temps, la cavalerie de Stuart protège l'infanterie à l'est des colonnes. C'est alors que Hooker, qui a reçu des rapports erronés selon lesquels les cavaliers sudistes projetteraient une attaque sur Washington, envoie sa cavalerie observer les mouvements de troupes de Stuart. Le général de brigade John Bufford, l'un des plus brillants des jeunes chefs de file de la cavalerie nordiste, rapporte à Hooker le 5 juin « Selon des sources que je considère sûres, toute la cavalerie des Confédérés se trouve dans le comté de Culpeper. Stuart va lancer une attaque. » Hooker ordonne au général de brigade Alfred Pleasonton, qui vient d'être nommé à la tête du corps de cavalerie des fédéraux, de retrouver et d'anéantir les troupes de Stuart. Enclin à l'exagération et détesté de certains de ses officiers, Pleasonton n'en est pas moins un bon combattant. Il mène ses troupes fortes de 11 000 hommes dans le comté de Fauquier, sur l'autre rive du Rappahannock, à 2 pas d'un lieu nommé Brandy Station. Le 8 juin, les régiments d'infanterie de Ewell et de Longstreet bivouaquent près de Culpeper Courthouse. Pendant ce temps, Robert Lee rejoint Stuart à l'est pour assister à une revue organisée en son honneur. Ce qui l'attend est un impressionnant défilé de 10 000 cavaliers. Les colonnes et les rangs de ce régiment de cavalerie à l'air invincible s'étendent sur presque 5 km à travers les pâturages luxuriants de la plantation Auburn. Parmi ces cavaliers, ceux qui sont sous le commandement du général de brigade Rooney Lee défilent fièrement pour le père de leur commandant. Un père qui reparlera longtemps de ce spectacle somptueux. Lorsque les escadrons confédérés s'installent pour la nuit, le 8 juin, ils ne savent pas ce qui se prépare juste à l'est de l'endroit où ils se trouvent. Pleasonton divise ses troupes en 3 colonnes. L'une, sous le commandement de Bufford, se dirige vers le nord pour traverser le Rappahannock par le gué de Beverly. Les 2 autres, sous le commandement du général de brigade David Gregg et du colonel Alfred Duffier, passent la rivière par le gué de Kelly. L'artillerie montée et 2 brigades d'infanterie accompagnent les soldats de cavalerie. Pleasonton chevauche avec la colonne de Bufford. Parmi ces hommes se trouve un jeune capitaine de cavalerie, George Armstrong Custer. Le plan de Pleasonton prévoit que les colonnes convergent sur Brandy Station, puis attaquent la cavalerie de Stuart dans leur campement même, entre Brandy Station et Culpeper. À 4h30 en ce matin brumeux du 9 juin, le 8e corps de New York tombe sur un détachement de la brigade du général William Grumble Jones. C'est face à des sudistes pris par surprise que commence la bataille de Brandy Station. La cavalerie fédérale s'approche de l'église St. James où se trouve l'artillerie montée sudiste, dangereusement à découvert. Mais les troupes confédérées résistent à l'assaut, pendant que la brigade de Jones est soutenue sur sa droite par les troupes du général de brigade Wade Hampton et sur sa gauche
par celle de Rooney Lee, qui se positionne derrière un mur de pierre sur la propriété Cunningham. À 8 heures du matin, Bufford est face à la ligne des Confédérés près de l'église St. James. Il envoie alors à l'assaut du centre des lignes ennemies le 6e de cavalerie de Pennsylvanie, les lanciers de Rush. Loin d'être des tailleurs et cordonniers que les sudistes les accusent d'être, ces cavaliers appartiennent à l'élite de la société philadelphienne et prouvent ce jour-là leur courage comme d'ailleurs beaucoup d'autres. Puis Bufford lance sa cavalerie sur Cunningham, où les soldats de Lee qui ont mis pied à terre sont solidement retranchés. Rooney Lee, un diplômé de Harvard, a en effet choisi un terrain idéal pour se défendre. C'est donc médusé que les hommes de Bufford voient les troupes de Lee battre en retraite en milieu de matinée. La raison en est que les troupes de Gregg, enfin arrivées, menacent l'ancien quartier général de Stuart sur les hauteurs de Fleetwood Hill. Gregg avait traversé la rivière par le gué de Kelly beaucoup plus tôt, mais avait dû attendre Duffier, perdu dans les bois. Duffier, lui, poursuit sa route vers l'ouest, où on lui a demandé de rejoindre une position pivot. Il se heurte à la résistance du 2e corps de Caroline du Sud à Stevensburg, puis à celle d'autres régiments de cavalerie rebelles, à Jones Run. Il finit par abandonner sa mission et rejoint Gregg, ratant ainsi l'occasion de découvrir le campement de Longstreet près de Culpeper Courthouse. La plus grande partie de cette bataille, qui durera 14 heures, se concentre autour de la longue crête nord-sud de Fleetwood Hill. Alors que Bufford se heurte à une résistance forcenée de Rooney Lee à l'extrémité nord de la crête, 2 des subordonnés de Gregg attaquent l'extrémité sud. L'Anglais Sir Percy Windham mène les unités de cavalerie de New York, de Pennsylvanie et du Maryland sur la face ouest de la colline, où un seul canon défend l'approche de l'ancien quartier général de Stuart. La bataille devient alors féroce. Les hommes se battent au corps à corps, sabre contre sabre. Arrivé après Windham, Judson Kilpatrick, un colonel coriace, envoie ses cavaliers à l'assaut du flanc sud-est de la colline. Tous, à l'exception du 1er corps du Maine, surnommé les Puritains, sont repoussés, notamment par la Légion de Géorgie, de Cobb. Au grand désespoir de Stuart, les fédéraux poursuivent la bataille jusqu'à la fin de l'après-midi, bien que les confédérés contrôlent désormais Fleetwood Hill sur plus de 3 km de long. La cavalerie sudiste, qui arrive du nord, entre à son tour dans la bataille. Et Bufford, qui a déjà reçu l'ordre de Pleasanton de se replier, retraverse le Rappahannock en sens inverse. Robert Lee, qui arrive sur les lieux juste avant la fin des combats, exprime sa grande admiration devant le courage et la ténacité manifestés par les soldats des 2 camps, selon les termes rapportés par un de ses aides de camp. Pourtant, même si Stuart est parvenu à maintenir sa position en se servant habilement du terrain et à limiter le nombre de victimes, il est de toute évidence contrarié d'avoir été surpris par Pleasanton. La cavalerie fédérale a fait montre d'une bravoure et de qualité auxquelles il ne s'attendait pas. Elle sera mieux à même de défier les Confédérés lors de la campagne de Gettysburg et après. Cet épisode, le plus grand combat de cavalerie que l'Occident aura jamais connu, restera comme l'un des événements les plus mémorables de la guerre. 8 jours plus tard, dans la vallée de Loudon en Virginie, la cavalerie de Pleasanton, envoyée par Hooker à la poursuite du détachement de Lee qui couvre les Confédérés en route vers le nord, engage la cavalerie de Stuart. C'est à Aldie que le 17 juin, les cavaliers de Kilpatrick, avec le capitaine Custer à la tête du 1er corps du Maine, attaquent la cavalerie de Stuart, qui résiste farouchement. Duffier, qui se trouve à une 8aine de kilomètres à l'ouest de Middleburg, est pris au piège et ne se dégagera qu'au prix de lourdes pertes. Le 19 juin, Gregg attaque la nouvelle position de Stuart à l'ouest de Middleburg. Le 21, Pleasanton chasse Stuart de Upperville avec Gregg, Bufford et le renfort de l'infanterie. Stuart bat en retraite par Ashby's Gap. Ayant malgré tout réussi à dissimuler les mouvements de troupes de Lee, il va tenter de reconquérir sa réputation entamée à Brandy Station et dans la vallée de Loudon face à des troupes fédérales très combatives. Le 25 juin, il lance une autre avancée pour contourner les forces de l'Union.
Traversant le Potomac, ils font le 28 juin sur Rockville, dans le Maryland, à 20 km de Washington. Ils s'emparent de 125 chariots de ravitaillement. Mais cette manne sera probablement plus néfaste que bénéfique, car elle ralentit les mouvements de la cavalerie, qui a déjà perdu le contact avec les colonnes d'infanterie et d'artillerie de Lee. Cela, et l'échauffourée à laquelle le convoi est confronté à Hanover, en Pennsylvanie, 2 jours plus tard, prive Lee de ses yeux, comme il appelle la cavalerie de Stuart, à un moment où il en a un besoin vital. À peu près au même moment, Hooker informe Lincoln qu'il craint que l'armée de Lee, qui est déjà en Pennsylvanie, ne soit plus nombreuse que la sienne et qu'il a donc besoin de renforts. Il veut s'adjoindre les 10 000 fédéraux postés à Maryland Heights. Lincoln a déjà entendu ce genre de litanie. Ne voulant pas prendre le risque de donner une deuxième chance à Hooker, comme il l'avait fait à tort avec McClellan et Burnside, il décide le 28 juin de remplacer Hooker par un Pennsylvanien autoritaire, le général de division George Gordon Meade. Général compétent, récemment nommé à la tête d'un corps d'armée, celui-ci hérite ainsi d'une mission peu enviable. Les 3 corps d'armée de Lee sont maintenant en Pennsylvanie. Les armées fédérales ne se sont mesurées à lui que 2 fois depuis Chancellorsville, lors des batailles de cavalerie et de la mise en déroute d'une division de plus de 5000 hommes surveillant la vallée de la Shenandoah. Ces troupes fédérales, commandées par le général de division Robert Milroy, se sont battues 3 jours durant contre le corps d'armée de Ewell à Winchester en Virginie. La plupart des soldats yankees ont été faits prisonniers alors qu'ils essayaient de se replier vers le nord. Pour l'heure, l'armée du Potomac est dispersée dans tout l'État du Maryland et Meade doit donc consolider ses forces. Pour se ravitailler, les troupes sudistes présentes en Pennsylvanie ciblent des villes telles que Chambersburg, Carlisle, York et un petit village tranquille du nom de Gettysburg. Bien que Lee l'ait interdit, pour prouver aux citoyens nordistes que les Confédérés n'ont pas recours aux tactiques sauvages employées par les Yankees en Virginie, ces troupes se livrent au saccage et au pillage et vont jusqu'à enlever des Noirs. Cela entraîne des réactions dans la presse locale, à l'image de cet article du Gettysburg Star and Banner. Il ne fait aucun doute que notre pays est infesté de bandes rebelles qui rôdent, prêtes à nous piller. Et nos concitoyens ne seront pas en sécurité tant qu'elles n'auront pas été totalement éliminées. Lee apprend, grâce à des informations fournies par un espion, que l'armée du Potomac a concentré ses troupes autour de Frederick, dans le Maryland, et que Meade a été nommé à sa tête. L'idée que plus de 90 000 hommes se trouvent si près de sa propre armée dispersée et sous les ordres d'un commandant qu'il respecte l'inquiète. Ses propres troupes sont éparpillées sur un triangle formé par York, Harrisburg et Chambersburg. Il leur envoie l'ordre de se rassembler. Meade, lui, ne perd pas de temps. Manquant d'informations précises sur le positionnement exact de ces unités et pressé par le général Halleck de protéger Washington et Baltimore, il commence par adopter une stratégie défensive. Il sait que la milice de Pennsylvanie a brûlé le pont de Wrightsville qui enjambait la rivière Susquehanna pour arrêter Lee dans son avancée vers Harrisburg et Philadelphie. Il suppose donc que celui-ci obliquera vers le sud et attaquera Washington. Il suggère donc d'installer une ligne de défense dans le Maryland, près de la frontière avec la Pennsylvanie, le long de Pipe Creek. Lee choisit Cashtown comme lieu de rassemblement de ses troupes, une ville située à l'est de South Mountain. Il sait qu'il va devoir affronter Meade. S'il gagne, Cashtown lui servira de point d'ancrage en Pennsylvanie dont il pourra exploiter la richesse industrielle et d'où il sera capable de désorganiser le Nord politiquement. S'il est vaincu, il aura derrière lui la vallée du Cumberland, c'est-à-dire le prolongement de sa route d'invasion vers le nord par la vallée de la Shenandoah. Nous sommes au dernier jour du mois de juin, une bataille majeure se prépare, et toujours aucun signe de la cavalerie de Stuart qui marche vers Hanover, en Pennsylvanie. Le plus étonnant, c'est que Stuart non seulement traverse l'armée de l'Union dans le Maryland sans se rendre compte de la concentration d'unités d'infanterie et d'artillerie qui s'y trouvent, mais rate aussi son rendez-vous avec l'armée de Lee en Pennsylvanie. En revanche, il tombe sur la cavalerie fédérale par 2 fois dans les 36 heures qui suivent son attaque sur Rockville.
d'abord au cours d'une échauffourée près de Westminster, puis lors d'une bataille plus importante, le 30 juin, qui l'oppose à Judson Kilpatrick à 25 km de Gettysburg, à Hanover. Cet affrontement de plusieurs heures débute par des assauts de la cavalerie montée qui s'étalent du centre de la ville vers le sud-ouest sur la ferme Forney. Stuart et son état-major se retrouvent eux aussi pris dans la bataille, et Stuart n'échappe à la capture qu'en franchissant à cheval un ravin très profond. D'autres unités fédérales de cavalerie arrivent, parmi lesquelles la brigade du Michigan de George Custer. Comme Kilpatrick, Custer vient d'être promu général de brigade. Kilpatrick supervise la mise en place d'une ligne de défense dans le centre de la ville où des barricades sont élevées. Jusqu'à la nuit, des duels d'artillerie et des échauffourées sporadiques tiennent les deux lignes ennemies à distance. Stuart fait garder les chariots de ravitaillement qu'il a capturés sous haute surveillance dans le cimetière de Mount Olivet. Finalement, il rompt l'engagement. Pensant toujours que les forces de Jubal Early sont près de York, Stuart, qui prend conscience malgré lui que les chariots retardent son avancée, lance ses forces vers le nord-est. La présence de la cavalerie fédérale à Hanover l'oblige à emprunter des chemins détournés et l'empêche de rejoindre les forces de Lee à l'ouest. C'est ainsi que la bataille de Hanover va gravement compromettre le rôle de la cavalerie confédérée lors de la bataille capitale qui commence le lendemain à Gettysburg. As he died.